Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier ou en tout cas à l'achat immobilier de Smart Patrimoine, achat ou vente d'ailleurs, rappelons-le. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur ce plateau Aurélien Flamand, directeur du marché immobilier chez Le Bon Coin, avec qui nous tenterons de comprendre quelles sont les grandes tendances en matière d'immobilier qui se sont dessinées sur toute cette année 2022 en France, avec notamment les mobilités résidentielles que l'on peut constater sur le site Le Bon Coin. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous tenterons de faire un bilan des enjeux de la gestion de patrimoine en cette fin d'année 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Farouz, président du groupe Premium, ce qui nous amènera également à évoquer la stratégie du groupe Premium qui a notamment réalisé plusieurs acquisitions d'autres groupes de gestion de patrimoine en cette fin d'année. Nous en parlerons dans un instant. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'achat, à la vente d'immobilier, à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau actuellement Aurélien Flamand, directeur du marché immobilier chez Le Bon Coin. Bonjour Aurélien Flamand. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On trouvait intéressant de regarder un petit peu ensemble ce que vous constatez dans les chiffres finalement des annonces sur Le Bon Coin en matière de tendance immobilière, parce que vous avez notamment sorti une étude qui s'appelle Mobilité résidentielle. Quels sont les vrais, je précise, aspirations de nos utilisateurs? La question à laquelle on va tenter de répondre, c'est concrètement qui bouge où et qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche effectivement à acheter une résidence principale. Déjà, est-ce que à la sortie de cette étude, vous avez vu des grandes différences, des grandes évolutions par rapport à ce que vous avez pu constater les années précédentes? Alors c'est vrai qu'initialement, au sorti du Covid, on avait voulu conduire une étude avec le Crédoc pour essayer de voir si la légende urbaine de l'époque qui faisait état d'un exode urbain s'avérait réel. Les conclusions étaient que c'était plus nuancé qu'on ne le supposait. Donc il y avait des mobilités sur des métropoles de province, mais des mobilités qui s'étaient amorcées avant le Covid et qui restaient dans des proportions assez limitées. D'accord, qui n'ont pas été déclenchées finalement à la réouverture des économies suite au Covid. Ça avait déjà commencé un petit peu avant. Tout à fait. Et en fait, on s'est dit, il n'y a peut-être pas mieux comme laboratoire que Le Bon Coin. On touche 40 millions de Français sur une année. Donc on s'est dit, pendant 2 ans, on va continuer à suivre ce que sont les envies, puisqu'on est quand même une plateforme de désir, bien sûr, de recherche. Et on a donc observé ce qu'était le comportement de nos annonces dans la catégorie immobilière. Et puis pour affiner et savoir si le désir était conforme avec la réalité, on a conduit une étude auprès de 7000 de nos utilisateurs dans l'IMO pour qu'eux nous expliquent concrètement ce dont ils avaient envie et ce que c'est véritablement devenu. Et alors, est-ce qu'il y a des conclusions qui sont, j'ai envie de dire, contre-intuitives, comme ce que vous nous disiez, ou en tout cas plus nuancées que la réalité? L'exode urbain, par exemple, vous le constatez aujourd'hui, par exemple, les utilisateurs franciliens cherchent absolument à acheter ailleurs qu'à Paris un appartement ou une maison? Alors, comme on est des bons Parisiens, qui dit urbain dit Île-de-France, mais urbain, c'est aussi Marseille, c'est vrai. Bordeaux. C'était un exemple comme ça, voilà. Effectivement. Donc, il n'y a pas d'exode urbain au sens propre du terme, c'est-à-dire que le constat qui serait de dire les grandes métropoles sont désertées au profit de toutes petites agglomérations dans le fin fond du Larzac. Non, ce mouvement-là ne se passe pas. En revanche, il y a un mouvement très net et qui est très aux opposés. Les grandes et moyennes villes ont des mouvements assez linéaires. On quitte une grande ville, on va dans une grande ville. D'accord. Mais les grandes métropoles s'effondrent, elles perdent 7 points d'attractivité et ça se fait au profit de petites villes, voire même de communes rurales. Mais la particularité quand même, c'est que ça reste une grande périphérie des métropoles. D'accord, donc on s'éloigne du centre-ville, mais on reste quand même dans la métropole où on a son travail, où on a ses habitudes. Donc en fait, on est sur une mobilité, un exode que je dirais périurbain, où on élargit un petit peu le cercle et où surtout aussi, on le constate, ces mobilités-là sont sur des centres périurbains, mais plutôt sur la côte atlantique, région PACA, région Rhône-Alpes, qui ont toujours été des centres d'attractivité. Donc du coup, si je comprends ce que vous nous dites, on parle de Lyon, de Bordeaux, de Bayonne, de Biarritz, de Marseille peut-être également. Là encore, côté contre-intuitif. Non, c'est pas ça. Marseille, c'est le champion du monde en ce moment. Marseille a un coût de l'immobilier à plus 7% actuellement.
Dans ce qu'on a pu analyser, la ville, au premier semestre, a pris 10 points en taux d'attractivité. Mais en revanche, des villes qu'on citait assez spontanément comme des mobilités de province, comme Lyon ou comme Nantes, nous, sur la plateforme, on constate que le stock d'annonces, qui traduit un peu l'état de l'offre, Bien sûr, oui, complètement. augmente. D'accord. Et ce qu'on appelle le taux d'attractivité, qui est le nombre de demandes sur nos annonces, a tendance à baisser. Et donc là où on supposait que ces deux agglomérations de province, ces métropoles de province avaient un grand pouvoir d'attraction, c'était vrai il y a 2 ans, c'est plus difficile aujourd'hui, probablement pour des problématiques de coût de l'immobilier dans ces agglomérations. Alors, on va parler effectivement de votre constat, peut-être en matière de coût d'immobilier ou même de financement de l'immobilier. Juste avant, puisqu'on parle de constat contre-intuitif, j'ai envie de vous poser la question de la maison individuelle par rapport à l'appartement. C'était effectivement quelque chose qu'on entendait beaucoup lors de la réouverture des économies post-Covid. On voulait aller se mettre au vert, donc on voulait quitter la ville et avoir un bout de jardin, un accès à l'extérieur ou une maison. Est-ce que vous constatez que les annonces de maisons sont beaucoup plus regardées, par exemple, que les annonces d'appartements sur Le Bon Coin? Alors ça n'a pas changé. Et le désir de maison est toujours très fort. Pour là encore vous donner un peu le déséquilibre, le contenu maison dans nos contenus vente immobilière, c'est à peu près les 2 tiers du contenu. D'accord. Voilà, 65%. Mais le Donc taux il y en a beaucoup qui d'attractivité, sont en vente, alors ça veut dire? bien sûr, Oui. bien sûr. Enfin beaucoup, une proportion importante. Oui, bien sûr. Mais oui, le oui. volume n'est pas suffisant pour répondre à la demande, D'accord. malheureusement. Ouais. Mais en revanche, si vous analysez comment se répartissent les requêtes et les demandes sur nos annonces, c'est 83% des demandes qui sont portées sur des annonces de maison. D'accord. Donc il y a quand même un décalage important. Et ensuite, effectivement, vous disiez, il y a beaucoup de maisons en vente. Oui, mais il y a peut-être la problématique du financement qui se pose. Et puis là où on aurait dû constater un boulevard pour les constructeurs de maisons individuelles, l'année dernière était une très belle année. Cette année, c'est une année beaucoup plus compliquée au regard de l'évolution du coût des matières premières. Et donc même sur la construction neuve, il y a un problème de stock en fait, et d'offre. Il y a un problème d'offre, pas un problème de demande, mais un problème d'offre. Non, là, on est Effectivement, la vraiment- demande est toujours là, mais La demande est toujours forte et l'offre n'est pas suffisante puisque soit vous ne pouvez pas financer ce qu'on vous propose, soit l'offre étant faible, le bien idéal et rêvé que vous souhaitez acquérir, en fait, il n'existe pas. Donc vous gardez votre maison. Mhm. Et puis soit le fantasme que vous aviez nourri il y a 2 ans de plus d'espace était justifié parce que l'envolée des prix était un peu plus nuancée et les taux d'intérêt étaient très bas. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez aller chercher votre maison, mais plus à la taille que vous aviez envisagé, donc vous ne bougez pas. Donc vous restez effectivement là où vous êtes. Vous avez mentionné le niveau de prix plusieurs fois. Alors effectivement, sur Le Bon Coin, on suit l'avis de l'annonce, effectivement de l'offre, également de la demande. Vous n'intervenez pas sur la transaction finale. Vous n'avez pas effectivement le chiffre final de la transaction. Est-ce que vous avez quand même des éléments, des données sur la perception du niveau de prix, que ce soit effectivement dans la région Atlantique, en Rhône-Alpes, en PACA, ou même effectivement sur le marché parisien? Ce qu'on arrive à identifier, c'est... alors je ne vais pas dire qu'on fait du prédictif aujourd'hui, mais cette étude nous a quand même permis de comprendre que l'évolution de nos contenus et l'évolution de la tension au niveau de la demande était étrangement corrélée avec l'évolution des prix au mètre carré. D'accord, oui. Ce qui semble assez logique. Plus on regarde, Et donc, plus on regarde une offre, globalement, plus le prix est aligné avec ce qui, voilà, et ce qui donc, correspond aux attentes des gens. Exactement, le stock des annonces parisiennes a doublé en l'espace d'1 an et demi, et on voit bien qu'à Paris, ça fait quelques mois que les prix sont en baisse, ce qui est assez inédit. L'autre indicateur qu'on a également, qui est très visuel en tout cas pour n'importe quel utilisateur, c'est que vous pouvez voir les prix qui sont en baisse dans les catégories vente immobilière. D'accord. Donc ça veut dire que c'est pas parti au prix, effectivement. C'est pas parti au prix. Et en fait, ces petites flèches vertes qu'on voit dans nos listings étaient assez peu présentes, notamment à Paris, il y a de ça 2 ans. Or, aujourd'hui, on est sur à peu près 25 à 30% des annonces qui font apparaître ce petit picto. D'accord. Alors que les villes à forte traction, comme des villes comme Montpellier, Marseille, Nice, sont absolument pas concernées par ce sujet-là pour le moment. Donc, si je comprends bien, quand on est dans une grande métropole en centre-ville, on constate un tassement des prix, c'est ça? Certaines. C'est pour ça que je vous pas disais, toutes. Oui, on ne peut plus maintenant avoir une analyse homogène du marché. C'est-à-dire que de manière globale, on va vous dire il y a un problème d'offre, il y a un problème de mandat. C'est vrai. Mais la question commence à se poser différemment selon que vous parlez de Lyon, de Paris ou de villes dans le sud qui ont encore une forte attractivité. Bon, il y a un sujet financement immobilier également, coût de l'emprunt. Coût de l'emprunt ou accessibilité à l'emprunt, c'est le sujet actuellement. Là aussi, vous constatez que ça a un impact sur le marché immobilier, sur les transactions, sur l'offre immobilière? Malheureusement, oui, parce que quand on est sorti du Covid, on parlait tout à l'heure d'une plateforme de désir. On était monté à des pics d'audience à hauteur de 17 millions de visiteurs uniques aux sorties de l'été 2020. Or, on a constaté derrière que 70%
seulement des projets avaient abouti, 30% ne l'avaient pas. D'accord. Ne s'était pas concrétisé. Et dans la très grande majorité, c'était pour des problématiques de financement. Et comment vous arrivez à le voir? C'est vrai que c'est en lien avec le financement. Ça, c'était sur l'étude déclarative qu'on a fait auprès de 7000. Malheureusement, la plateforme ne nous donne pas cette finesse-là. Non, ce qui moi aujourd'hui m'inquiète et me dérange un tout petit peu, c'est que, je vais apporter cette nuance tout à l'heure, c'est pas que les Français ne peuvent pas se financer aujourd'hui. C'est qu'on ne veut pas les financer. Quand vous regardez aujourd'hui le taux moyen d'endettement des Français sur le prêt immobilier, il est aux alentours de 28%, donc on est très très loin du seuil de 35%. Et on estime qu'il faudrait que les taux d'intérêt dépassent les 4% pour qu'on commence à être sur ces seuils-là. Bien sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des séquences un peu par à-coup, à mesure qu'on révisera ou pas le taux d'usure, dont on a beaucoup parlé. Donc il a été révisé en octobre, bouffée d'oxygène. Donc on a un petit peu relâché le crédit. Mais ça ne fait que reporter de 3 mois le problème. Ça fait que reporter le problème, ouais. Probablement, même si la question du rythme du taux d'usure est en question avec le ministre du Logement. Mais le problème, c'est qu'on va faire perdre confiance aux Français dans leur capacité à emprunter de l'argent. Et ils vont finir par se convaincre eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de financer un projet immobilier. D'accord. Ils pourraient le faire si on leur prêtait de l'argent. Donc ce que vous dites, c'est que le problème, c'est pas tellement l'accès au financement, c'est que si entre guillemets, ça devient trop compliqué trop longtemps, il y aura une sorte d'autocensure dans l'acquisition immobilière. Je pense qu'on va aggraver le problème. C'est qu'il y aura une réalité, c'est que les banques ne veulent plus prêter. Et on voit bien que notamment certaines banques, je crois, alors je ne vais pas la citer pour ne pas dire de bêtises, mais en tout cas des banques cessent de travailler avec certains organismes de courtage pour le moment. Parce que prêter pour un investissement immobilier n'est plus assez rentable. Il y a un sujet de rentabilité, effectivement, pour les banques. Ouais. Donc ça, c'est le premier effet mécanique. Sauf que si vous répétez cette information aux Français, ils vont finir par eux-mêmes se dire, bon bah tant pis. J'attends. Et donc on aggrave le problème. Et donc on va de nouveau voir un ralentissement qui n'est pas favorable aux acteurs de l'immobilier, bien évidemment. Ni au niveau de prix actuel sur le marché. Merci beaucoup, Aurélien Flamand, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter effectivement ces tendances en matière d'immobilier, notamment en matière de mobilité dans le résidentiel, à la lumière des études que vous menez chez Le Bon Coin et des chiffres que vous avez. Je rappelle que vous êtes directeur du marché immobilier chez Le Bon Coin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre justement effectivement les différents enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, mais surtout de la gestion de votre patrimoine, avec Olivier Farouz qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Olivier Farouz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le président du groupe Premium qui a une stratégie de croissance externe assez importante. On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Premium, l'aventure a commencé en 2017 avec Predictis et le groupe Premium est né en 1997. Et le groupe Premium est né en 2000 pour le coup. Exactement. J'ai cofondé tout d'abord Predictis, qui était la première société du groupe, en 1997, en mars 1997, il y a 25 ans. Et ensuite, le groupe Premium en 2000, auquel nous avons rajouté Flornoy-Ferry, qui s'appelait originellement la financière de l'Auxerre en 2006. Et puis, au moment où nous avons fait rentrer Montefiore au capital, nous avons fait un deal très structurant avec Didier et Laurent Zerbib de Cap Finance, qui nous ont rejoints dans l'aventure, donc au sein de Groupe Premium. Et alors, vous avez annoncé récemment 3 nouvelles acquisitions. Il y a Renard Partenaire à Tourcoing dans le nord, Linard Charbonnel dans le sud-ouest, ou le groupe Forward encore également. On sent cette volonté effectivement donc, d'acquisition de nouvelles sociétés. Pourquoi cette stratégie aujourd'hui, Olivier Farouz? Alors en fait, on a 3 activités au sein de Groupe Premium. Tout d'abord le courtage avec Predictis et Cap Finance qui représentent environ 65% de notre chiffre d'affaires. La gestion d'actifs avec Flornoy-Ferry. Et puis effectivement depuis 1 an et demi, nous avons un projet donc de conseiller en gestion de patrimoine. Nous avons acheté un certain nombre de cabinets. Nous créons beaucoup de synergies et on développe cette activité. Ça représente aujourd'hui 25% de notre chiffre d'affaires. C'est quand même une activité qui est devenue importante pour nous. Donc avec quand même, c'est en fait cet ADN de courtage dans un premier temps, donc courtage immobilier, courtage en assurance et activité. Non, c'est courtage essentiellement en assurance et surtout en produits retraite. Donc une clientèle mass affluente. Donc là, on a une clientèle qui est large, 52% de TNS. Avec une clientèle très jeune, donc c'est assez original sur le marché, une clientèle qui a la souscription à moins de 40 ans. Et
donc beaucoup d'unités de compte, beaucoup d'UC. D'accord, ouais. Un certain nombre de nos confrères. Et puis là, une stratégie différente avec les CGP, une clientèle un peu plus avec un pouvoir d'achat plus important et un pouvoir d'épargne notamment plus important. Alors, c'est une question que, effectivement, il y a un certain nombre de groupes, de grands groupes de CGP qui commencent à émerger, effectivement, avec des stratégies de croissance externe. Et il y a cette question qui revient souvent, du coup, je vous la pose également, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une stratégie nationale alors qu'on fait un peu du sur-mesure vis-à-vis de chacun des clients? Alors nous, on a une stratégie nationale pour le groupe. Mais, par exemple, notre stratégie en ce qui concerne les CGP, c'est justement d'avoir un interlocuteur dans chaque région. Donc, on ne veut pas se développer à tout va et avoir une multitude d'interlocuteurs dans la même région. On veut un interlocuteur dans chaque région qui lui-même procédera par croissance externe, D'accord. avec Ouais. des cabinets qu'on aurait nous, pas forcément regardés parce qu'ils sont peut-être un peu petits pour nous aujourd'hui. Mais donc, on veut une dizaine d'interlocuteurs dans la France entière. Donc aujourd'hui, on en a quand même un certain nombre, mais on n'a pas encore construit toutes les régions. Et eux-mêmes vont se développer au sein de CGP plus petits, tout en conservant, et c'est extrêmement important de le comprendre, on conserve l'ADN de chaque structure, le nom de chaque structure, parce qu'ils ont une réputation formidable dans leur région. On ne veut surtout pas mettre en avant Groupe Premium, ce qui n'aurait pas de sens. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un format indépendant, comme une sorte de format franchisé qu'on peut voir dans d'autres domaines. Alors effectivement, c'est franchisé, c'est des contrats spécifiques, mais, Oui. avec une idée qu'on a un interlocuteur par région, une entité par région, c'est ça? Il y a une entité par région qui a chacun sa clientèle et qui a aussi ses habitudes, ses méthodes. Donc on respecte, nous c'est véritablement une association. Vous parliez des acteurs, vous parliez des acteurs tout à l'heure de la gestion de patrimoine. Nos concurrents ont une méthodologie qui est un petit peu différente. On est plus dans une notion de tupage, de rentrer dans un groupe et puis d'adopter les méthodes de ce groupe-là. C'est tout à fait différent. Nous, on s'associe sur du long terme avec des chefs d'entreprise et on respecte l'ADN de chaque entité. Alors, je vous pose la question que se pose à mon avis un certain nombre de clients, c'est est-ce que du coup, on va me proposer le même contrat d'assurance vie, par exemple, à Bordeaux, qu'à Tourcoing ou à Marseille? Pas du tout. Pas du tout parce que, encore une fois, chaque cabinet là, de CGP est libre, totalement libre de son activité. C'est-à-dire qu'il va choisir ses contrats, il va choisir ses interlocuteurs, il va choisir ses gestionnaires d'actifs, il va choisir ses programmes immobiliers quand il y en a. Donc chacun est totalement libre. Évidemment, nous, on essaye de lui apporter un certain nombre d'outils qu'il peut ou non utiliser. Alors, on va évoquer effectivement un petit peu justement les stratégies de gestion de patrimoine dans le contexte qui est celui de cette fin d'année 2022. Juste avant, si je commence, alors vous nous avez dit que 65% du chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe Premium, c'est le courtage. Il y a une grande évolution aujourd'hui dans le monde du courtage, c'est cette fameuse réforme du courtage qui touche beaucoup les associations en premier lieu, mais qui impose à tous les courtiers, futurs ou courtiers existants, à adhérer à des associations agréées. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Est-ce que pour justement des acteurs du courtage, c'est un sujet de complexité ou c'est un sujet tout court? Oui, bien sûr. Depuis le mois d'avril, chaque personne qui veut être oriacée, donc qui veut s'inscrire... Il va avoir son numéro Orias. Exactement, il doit être adhérent à une association. Nous, notamment dans notre projet CGP, nous étions très proches de la CNCGP. Donc naturellement, nous avons convergé l'ensemble des entités du groupe Premium au sein de la CNCGP. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un petit peu plus de complexité. Mais il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, de mise à niveau à faire par rapport à la nouvelle réglementation ou à l'évolution de cette réglementation? Non, très sincèrement, pas tellement, voire même pas du tout. D'accord. Oui. C'est simplement une question d'organisation et en l'occurrence, nous, j'avais comme interlocuteur donc, le président de la CNCGP qui est Julien Serraki. On a décidé de rejoindre massivement cette association. Si on vient maintenant sur le sujet gestion de patrimoine, pour le coup, hors réglementaire, on est dans un contexte assez particulier quand même. Quand on veut gérer son patrimoine, quand on veut réaliser un certain nombre d'investissements, on a une inflation dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller en France ou en Europe. On a des questionnements sur différents types d'investissements, des marchés actions turbulents mais qui en même temps repartent à la hausse en cette fin d'année. On a du mal à se positionner et en tant que
particulier. Et la question qu'on pourrait poser à son CGP, finalement, c'est celle que je vais vous poser à vous, c'est qu'est-ce que je peux faire en cette fin d'année? Déjà, est-ce qu'il faut que je touche à mes investissements déjà réalisés? Et qu'est-ce qui marche en cette fin d'année, ou qu'est-ce que les CGP conseillent à leurs clients? Alors, on ne fait pas du conseil, on regarde des tendances, je précise. Bien sûr. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentisme. Et plutôt que de l'attentisme, il vaut mieux faire preuve d'agilité. Il y a, dans toutes les situations, il y a des opportunités. Aujourd'hui, on a une hausse des taux. Alors, la solution, c'est évidemment de ne pas se précipiter sur les fonds euros, parce que tout le monde a l'impression que comme les taux augmentent, le fonds euro va augmenter, mais certainement pas dans un premier à court terme. Ouais, c'est ça. Certainement pas à court terme, donc ça n'a aucun sens. Ça peut même avoir l'effet inverse. On a plusieurs invités qui nous disent attention, si les taux remontent, la valeur des obligations de votre fonds euro peut diminuer pour le coup. Oui, moi, de toute façon, notre orientation, c'est certainement pas vers des fonds euros, d'autant que, je vous l'ai dit, notre clientèle est extrêmement jeune, donc on va pas, quand on a un investissement qui est sur un PER ou sur un contrat d'assurance vie, on va pas s'orienter vers du fonds euro. En termes d'opportunités aujourd'hui, oui, clairement, il y a quelques opportunités. Il y a les comptes à terme qui pour certains, sont extrêmement rémunérateurs. On voit des comptes à terme en dollars aujourd'hui qui peuvent atteindre du 5,80 sur 2 ou 3 ans. Donc, il y a des petites opportunités, des petites niches. Comptes à terme dont on n'entendait pas parler il y a un an. Ah non, pas du tout. Mais là, il y a des petites niches, même parfois sur des banques étrangères. Et ça, pardon, mais vous parlez d'une clientèle jeune, donc qui n'a peut-être pas forcément connu la période où les comptes à terme avaient effectivement pignon sur rue. On comprend effectivement ce nouveau produit financier qui d'un coup d'un seul revient sur le devant de la scène du fait de la hausse des taux? Encore une fois, ça dépend de l'agilité de votre conseiller. Donc, effectivement, si on est capable de saisir ces opportunités-là, ça peut être intéressant. Ça, je considère que c'est une opportunité. Moi, je suis, le maître mot de Groupe Premium depuis l'origine, ça a été la diversification. Vraiment de diversifier son patrimoine, à la fois sur des contrats d'assurance vie, le PER qui est un extraordinaire outil pour la préparation de la retraite. Aujourd'hui, la réapparition plutôt du compte à terme, un petit peu d'immobilier. Et il y a une classe d'actifs qu'on oublie et qui est essentielle et assez peu corrélée au marché financier, c'est le private equity. Moi, j'y crois beaucoup. Je considère que le private equity, ça ne devrait pas être réservé uniquement à des chefs d'entreprise qui font des LBO ou à de la gestion de fortune. Ça devrait aussi être démocratisé et être accessible pour quelqu'un qui épargne 300, 400 euros par mois. Alors ça, c'est possible aujourd'hui, ça existe. C'est tout à fait possible. Ça se développe, il faut le développer. Moi, je suis très partisan de cette classe d'actifs, non pas pour évidemment une majorité de son patrimoine, loin de là, mais pour 10% de son patrimoine ou même 15% de son patrimoine, c'est une bonne solution. Mais alors, effectivement, à partir du moment où on le développe et on le démocratise, on touche des gens qui s'y connaissent un petit peu moins. Le private equity, ça a été effectivement la chasse gardée de professionnels de la finance pendant très longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre, pour décrypter un petit peu ce secteur quand on ne le connaît pas? D'abord, il y a des spécialistes pour ça, donc il y a des sociétés qui sont spécialisées. Je m'attendais à la réponse. Oui, et puis accessoirement, alors nous, Groupe Premium, on est accompagné par des fonds d'investissement, une première fois avec Montefiore Investment et en ce moment par Euraseo. Donc on connaît un petit peu ce milieu des fonds d'investissement. Il y a effectivement des fonds qui ont de meilleures performances que d'autres, puis aussi des stratégies différentes. Nous, en tout cas, ça nous plaît beaucoup de nous y intéresser. Et du coup, moi, je compte vraiment, effectivement, que ça représente une classe d'actifs pour l'ensemble de nos clients à terme. Bon, alors, on rappelle que quand on parle de private equity, on parle d'épargne illiquide pour le coup, ou un peu moins liquide, effectivement. Il faut que ça reste investi longtemps pour... Exactement, et c'est bien la problématique qu'on retrouve d'ailleurs sur les contrats d'assurance vie ou sur les PER, c'est la liquidité, justement, ou le manque de liquidité qui doit être à un moment assuré ou garanti par les assureurs ou les fonds d'investissement. Une question, Olivier Farouz, dans le contexte actuel, on entend beaucoup de monde nous parler de produits structurés. Alors, on en entend beaucoup de bien, voire que du bien. Comment vous vous positionnez, vous, sur le sujet? C'est sûr que c'est une très très bonne opportunité, surtout quand on a des marchés chahutés comme cette année. Vous l'avez parfaitement décrit tout à l'heure. On a eu une année qui était globalement difficile, mais qui est en train de remonter très nettement. Le produit structuré, c'est quand même une bonne façon de se préserver de ces aléas de marché, et puis finalement, pour certains, avoir des coupons, pour d'autres... Enfin, il y a quand même une notion de sécurité et de garantie qui est plus élevée, et qui plaît beaucoup à des clients sur du moyen long terme.
Mais oui, alors nous, on a... Mais là, pareil, on arrive sur des produits plus complexes à comprendre quand même. Complètement. Parce que le risque zéro n'existe pas, on le rappelle pour ceux qui nous écoutent. Donc il y a toujours un risque quelque part, notamment sur les produits structurés, ça peut être un risque de contrepartie par exemple. Mais encore faut-il comprendre ces produits-là. Oui, enfin, alors si on commence à vouloir décortiquer la formule d'un produit structuré... C'est complexe, c'est complexe, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, il y a quand même, nous, ça fait 15 ans, 16 ans, même plus que ça, au sein de Predictis, je crois qu'on a commencé notre premier produit structuré au sein d'un contrat d'assurance vie en 1999, donc c'est quand même pas récent. Et on a eu vraiment une succession de produits différents, mais qui comportent quand même des garanties qui sont largement supérieures à ce qu'on retrouve de façon classique sur le marché. Donc moi, je pense que c'est une vraie classe d'actifs très intéressante en ce moment. Pour finir, Olivier Farouz, un mot peut-être sur une typologie de clients un peu particulière ou une typologie de clients un peu particulière. C'est un chef d'entreprise, un dirigeant d'entreprise, quand il doit d'un côté faire face à des hausses de coûts d'énergie, par exemple, sur l'activité de son entreprise, et de l'autre se poser des questions sur la gestion de son patrimoine. Comment est-ce qu'on l'accompagne spécifiquement, ce chef d'entreprise, dans un contexte, on le rappelle, un petit peu complexe quand même actuellement ? Alors là, pour le coup, vous touchez tout à fait spécifiquement une catégorie socio-professionnelle qui doit s'adresser à un CGP. Je pense que là, vraiment, le CGP trouve tout son intérêt, puisqu'il va pouvoir le conseiller à la fois sur la nature de ses contrats, que ce soit des contrats d'assurance vie, l'enveloppe fiscale plutôt, mais également sur les fonds qui doivent composer ces enveloppes fiscales, et puis s'adapter à la situation et au patrimoine de chacun, ses motivations, ses envies, les aléas de sa propre activité professionnelle. Donc là, pour le coup, oui, un CGP, ça doit répondre à cette demande. Dans les constats que vous faites ou dans les échanges que vous avez peut-être avec cette clientèle de dirigeants d'entreprise, vous sentez qu'il y a un besoin de rassurer peut-être sur le contexte actuel, notamment en termes de placement, d'investissement, de transmission ou d'érosion du patrimoine ? Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus généraliste. Je pense que tout le monde a besoin d'être rassuré. L'année est quand même pas... Enfin, moi, j'ai connu des crises quand même plus violentes que celle-là. Il faut quand même raison garder. C'est pas une année, effectivement, c'est pas une bonne année, mais enfin, c'est loin d'être une année catastrophique. Il y a des incertitudes, ça c'est certain. C'est un peu naze, mais oui, on a des incertitudes sur le marché. La hausse des taux fait partie de ces incertitudes, mais il faut quand même relativiser. On est loin d'être dans une situation catastrophique où on doit se poser 1000 questions. Effectivement, il faut être, encore une fois, l'agilité, c'est peut-être une bonne réponse à toutes ces questions. Eh bien, on finira sur cette note positive. Merci beaucoup, Olivier Farouz, merci à vous d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du groupe Premium. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.